Et salut, c'est Neburix Gaming. Ce soir, je vous accueille avec Jean-Pat. Encore lui, toujours lui. Voilà, toujours le même, le fidèle. Aujourd'hui, on va partir sur les terres du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Nous sommes allés le voir tous les deux au cinéma. On va vous dire voilà ce qu'on a aimé et pas aimé, justement. Vous allez pouvoir donc écouter nos avis objectifs, comme toujours, sur cette œuvre cinématographique. Je Voilà. suis le sel. Mais ça, vous êtes habitué maintenant, vous avez compris. C'est ça. Bon, on va commencer d'abord par parler un petit peu de la jeunesse du film. Voilà. Dans quel contexte ce film arrive. Alors, déjà, pourquoi ce film? Ce film, il arrive à un moment où on a déjà eu des nouvelles productions sur la licence Seigneur des Anneaux. On a Amazon qui nous a sorti Les Anneaux de Pouvoir, saison 1, saison 2. Et on a déjà eu voilà, 2 trilogies faites par Peter Jackson. Et donc on a ce film qui arrive. Déjà ce film, il arrive avec comment dire, un rendu visuel qui est quand même assez particulier. Bah, le choix de l'animation, pourquoi pas? Mais après, il faut voir l'animation aussi. C'est ça. Déjà le fait de prendre quelque chose animé, pourquoi pas. Mais en plus là avec le choix, voilà tout ce qui tourne l'univers manga avec Tolkien, je pense que c'était quand même quelque chose d'assez osé. C'est pas quelque chose en fait qui nous vient à l'esprit tout de suite quand on pense à tout l'univers de Tolkien. Hein. Mais en vrai, imaginons l'équipe qui s'occupe de l'attaque des Titans, qui est considérée comme un truc vraiment très très joli, très très beau à regarder. Ça aurait été cette équipe-là qui faisait la guerre des Rohirrim. En termes de détails, ça aurait été incroyable. Là, il y a ce film qui arrive avec la licence Seigneur des Anneaux qui est en train de se redévelopper à nouveau depuis que Amazon voilà s'est remis dessus. Il y a d'autres productions annoncées. Il devrait y avoir un film donc sur Gollum. Et a priori, j'ai regardé récemment, il y avait d'autres tweets, d'autres discussions qui sont en cours pour même peut-être travailler sur d'autres films. Voilà, pour étendre tout cet univers. Donc on peut se dire voilà chouette depuis le temps que c'est sorti déjà le Seigneur des Anneaux si vous êtes fan voilà vous êtes content de pouvoir plonger dans cet univers mais voilà il y a un mariage un petit peu typique et osé et donc l'histoire elle va s'attacher donc à nous parler là de ce roi l'histoire de Helm Hammerhand, un roi du Rohan légendaire. Helm point de marteau. C'est ça. Parce que moi, quand je lis sur tous les sites internet, c'est Hammerhand, Hammerhand, Hammerhand. Les gars, il a un nom en français. S'il vous plaît, vous parlez en français, mettez le nom français. C'est ça. C'est vrai qu'on dit le Seigneur des Anneaux, donc autant aller au bout. Ah, mais surtout quand littéralement tous les articles que tu regardes sur toutes les plateformes à la con, c'est tout est écrit en français, sauf ce putain de nom d'Hammerhand. Voilà. Faut savoir aussi voilà qu'il y a des gens qui ont participé sur les films originaux, Philippa Boyens notamment pour les scénarios. Voilà. Donc c'est en partie raccroché à la branche, on va dire plutôt Peter Jackson que la branche Amazon. Voilà, création de ce film. Ça y est, il commence à acheter du sel, vous êtes prévenus. Ah, de toute façon, j'ai dit, je suis le sel. Il y a un moment. Voilà. Bref, on vous a présenté un petit peu le contexte. Maintenant, on va parler plutôt de l'histoire du film sans spoil. Voilà, on va essayer de ne pas spoiler. Alors, bien sûr, forcément. Est-ce que je peux tenter l'aventure du non-spoil? Vas-y, on t'écoute. Alors, Plonge-nous dans cette histoire. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, est un film qui se base environ 200 ans avant les événements du film Les Seigneurs des Anneaux. Ces événements, du coup, comme l'a dit Neburix un peu tout à l'heure, va retracer l'histoire de Helm, mais ce ne sera pas Helm en lui-même qui sera le héros, ce sera sa fille qu'on voit au centre de l'affiche, qui s'appelle Hera. Et donc, ça va être l'histoire de Hera, qui est une des enfants de Helm, qui va être la vraie héroïne de l'histoire. Et ça va se passer du coup dans une pseudo-guerre entre les Rohirrim et les Dunedains. Et voilà, sans spoil, ce que ça fait. Voilà.
Petite précision, cette héroïne Hera, dans l'univers Tolkien, a juste été mentionnée en tant que fille du roi, mais ne portait pas de nom. Déjà, voilà, pour le film, ils ont choisi de lui donner un nom. Par contre, ses frères sont bien dans les écrits. Ils ont leur nom, etc. Et leur histoire dans les films est racontée à partir des écrits. Et voilà, là, on a une histoire, en fait, il y a très peu de choses qui étaient dans les écrits de Tolkien. Et donc, on a un fil qui a vraiment été énormément déroulé. Ça a été énormément brodé autour. Donc, il y a plein de choses qui sont racontées, cet univers. Et donc déjà ça, en fait, je pense que c'est la difficulté du film. C'est-à-dire que quand vous avez une base qui est vraiment fine, c'est dur d'arriver à raconter quelque chose auquel vous avez peu d'éléments. Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est que on se base dans l'univers de Tolkien, de Peter Jackson notamment, mais il a fallu créer plein de choses pour ce film. Alors du coup, il y a des choses reprises à droite, à gauche. Alors, si je peux me permettre, Oui, dans la trilogie du Hobbit, la bataille des 5 armées, c'était 4 lignes dans le bouquin. oui, Ils ont fait un film de 2h30 c'est ça. en 4 lignes. Donc après, ce qui est très bien par rapport au Hobbit, c'est qu'ils ont mis plein de figurines partout pour le Hobbit. C'était très très cool. Mais c'est vrai qu'en termes de profondeur d'histoire, il y avait 4 lignes dans le livre. Hein. Mm. Donc ils sont forts pour broder. Il n'y a pas trop de soucis. J'ai plutôt confiance en eux quand il s'agit de broder. Puis là, en plus, c'était un truc qui était assez bien écrit, je trouve. Sans spoiler particulièrement, je trouve que c'était bien amené par rapport aux ressources qu'on avait. Parce que globalement, quand on pense à Helm, on pense notamment au gouffre de Helm, qu'on a pu entendre dans les précédents films. Et le gouffre de Helm, justement, on découvre dans ce film ce que c'est. Voilà, donc il y a toute l'histoire dessus qui est développée. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. On a aussi tout ce qui est l'aspect revanche, trahison, très présent dans le film, aussi bien dans les deux camps. Le côté revanchard, sans spoiler vraiment des deux côtés, que ce soit pour Hera, ainsi le méchant dont j'ai oublié son nom d'ailleurs, Wolf. Wolf, voilà, ainsi que Wolf. Donc il y a ce côté revanche qui va venir des deux côtés, et qui va être un des fils conducteurs du film. Et donc toute l'histoire voilà, de Helm et l'importance en fait des choix et leurs conséquences. C'est vrai qu'après, au niveau du film, on a tout un côté, je trouve, rebond par rapport à justement l'histoire du roman qu'on a dans les films de Peter Jackson. Comme on a pu le lire dans certaines critiques, parce que moi j'ai beaucoup regardé quand tu m'avais dit que tu voulais qu'on fasse une vidéo dessus, j'ai beaucoup regardé surtout les critiques ciné, c'est pour ça que je suis très virulent sur le fait qu'il y a personne qui parle du nom en français de Helm, et surtout qu'en fait dans toutes les critiques, ou presque, ils disent avoir vu le film La Guerre des Rohirrim m'a donné envie de remater les 2 tours. Juste Exactement. en fait, à force de regarder, t'avais juste envie d'arrêter le film et de mater les 2 tours. Oui. Et il y a des points où je vais revenir plus tard, mais il y a des trucs vraiment, il me manque des infos. Mm. Mais vous allez voir plus tard. Tant que c'est en mode spoil, je ne peux pas le faire. Je suis d'attendre. Ok. Alors c'est vrai que dans ce côté fil conducteur, il y a tout l'aspect, comment dire, l'aspect nostalgie en fait du Seigneur des Anneaux. Mais ce qui est assez curieux parce qu'en fait, la trilogie qu'on a pu voir au cinéma, elle se déroule après. Mais voilà, il y a tout un effet d'écho en beaucoup de choses, de code. Et c'est justement, je trouve, ce qui pêche. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, le film, il n'arrive pas à vraiment se créer son identité. Il y a des essais sur certains personnages, mais je trouve qu'en fait, on est tout le temps en fait en mode oh, bah tiens, ça fait écho dans la trilogie de ceci. Tiens, ça fait écho de la trilogie de cela. Et du coup, il manque ce petit truc qui fait que on aurait vraiment des scènes ou des choses marquantes dans le film dont on pourrait se rappeler. Voilà, le Seigneur des Anneaux avec les deux tours, la bataille du gouffre de Helm, voilà, c'est quelque chose de marquant dans la trilogie.
Là, on n'a pas cet effet marquant dans ce film. Bah, en parlant de trucs marquants, le truc qui m'a le plus marqué, il n'y a pas de musique propre à ce film-là. Parce que la seule musique propre à ce film-là, c'est une musique qui arrive très rapidement dans le film. C'est une musique qui est chantée, rare pour un Seigneur des Anneaux. Donc c'est une chanson plus qu'une musique, vous allez me dire, pour les pros. Mais en termes de trucs marquants, on se souvient de tous de dès qu'on arrive à Isengard, il y a le thème d'Isengard. Dès qu'il y a un personnage particulier qui arrive, c'est le thème du personnage particulier. Et là, dans ce film-là, j'ai pas eu mon oreille musicale n'a pas été charmée. Certes, on a retrouvé les fameuses pointes dès qu'ils ont repompé un des grands thèmes très connus du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit. Là, tout de suite, on se dit ah tiens, je reconnais cette musique, ça fait plaisir. Mais on n'a pas la musique de War of the Rohirrim. C'est ça. La guerre des Rohirrim, on l'a pas la musique. C'est vrai que pour le Seigneur des Anneaux, la trilogie d'origine, c'est Howard Shore qui a fait la musique. Et c'est des musiques vraiment intemporelles. Vous pouvez toujours écouter ça aujourd'hui. Enfin, dès que vous les écoutez, vous êtes plongé dans l'univers. Là, dans ce film, la BO, elle est quelconque en fait. Et c'est vraiment ça, c'est un autre point qui pèse sur le film. C'est-à-dire qu'on l'écoute. Moi, je me suis réécouté la BO à part du film sur les plateformes d'écoute musicale. Et en fait, bah, j'ai écouté ça et j'arrivais pas à me redire, bah tiens, c'est telle scène, il se passait tel truc. Non, voilà, c'est une écoute quelconque, comme si vous étiez à la radio. C'est tout. C'est Et vraiment pourtant, dommage. ce film a un thème particulier. Il faut savoir qu'il y a un thème qui revient très régulièrement, mais j'ai jamais su savoir qu'est-ce qu'il représentait ce thème. C'est le thème du film, mais il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'envolée dans le thème musical. C'est un truc qui reste plat du début à la fin. On sent qu'il a envie de nous raconter des trucs, mais il n'y a pas de péripéties dans son histoire, quoi. Donc je sais pas où il veut nous emmener ce thème, mais il est très plat Mm. et un peu à l'image du film, en fait, il y a un petit côté réchauffé dans ce film qu'on a du début à la fin. Il y a des fois où personnellement j'ai eu des espoirs Oui. et très vite j'étais en mode c'est marrant, les espoirs ils commencent à s'étaler de vachement loin quand même. J'aimerais bien que ça rebondisse et bah en fait il y a plein de trucs où j'étais en mode ça j'aimerais le voir, je l'ai pas eu, ça j'aimerais le voir, je l'ai pas eu. Donc je suis resté un Mm. peu sur ma faim. J'aurais voulu. Il y a certains points où j'aurais aimé qu'ils aillent plus en profondeur dans le film. Et voilà, j'ai retrouvé pour la musique, c'est Bir qui, McCreary. voilà, qui a fait la BO. Et il y avait aussi beaucoup de présence de tambour, en fait, tout du long. Quelque chose voilà, qui était là très présent. Mais j'ai eu du mal, en fait, à vraiment voir l'intérêt de ces tambours. En Donc on fait, pourra en reparler de toute façon. Il y a un moment, il y a une scène dans le film, dans la partie spoil avec ces tambours. Enfin, oui, il y a un oui. non-sens. Il y a un non-sens avec ça. Moi, je trouve que c'est pas tant un non-sens. Parce que, par exemple, là, on peut le voir sur la fiche du film. Alors, du coup, c'est de l'autre côté. Je suis perturbé que la cam soit dans le sens inverse par rapport à mon habitude. Du coup, on peut voir sur la partie gauche de l'affiche qu'il y a un Moumakil. Souvenez-vous, ces fameux olifants qui agressent la ville de Minas Tirith dans Seigneur des Anneaux. Du coup, on a un retour des Moumaks. J'étais très content parce que c'est une des créatures et une des figurines que j'adore. Je trouve ça fantastique. Oui. Et ben, en fait, le côté très sauvage, tout ça, ça vient d'une part des Moumaks, et du coup de la tribu qui ramène les Moumaks dans le film, sans spoiler. Et de l'autre part, c'est aussi le côté Dunédain, parce que les Dunédains, c'est ce qu'on appelle les hommes sauvages. Oui. Donc les hommes sauvages, forcément, bah, tambour égale sauvage. C'est un truc depuis longtemps, il faut des percussions quand on est des sauvages. En fait, Donc voilà, moi, ça me choque pas. j'ai envie de dire, on peut continuer du coup et développer la partie connexion avec le Seigneur des Anneaux. Donc là, vous avez vu avec ces grands éléphants. Je pense que c'est en tout cas bien amené dans le film, leur intégration, pourquoi ils sont là, ce qu'ils font. On a aussi des petits clins d'œil avec des lieux, bon, le gouffre de Helm évidemment, mais au niveau des Et Gorath. lieux, les chansons, les bâtiments, là où ça se passe au début, bah voilà,
on retrouve visuellement les maisons du Rohan. Et il y a des petits clins d'œil aussi à un moment avec des créatures, enfin avec des anneaux justement. Je sais pas si tu avais remarqué toi pendant le visionnage du film ces petites références. Et Ah oui, les 2. oui, oui. Ah, c'est même pas une référence, hein. Ils ont fortement appuyé dessus et en plus, ils ont forcé à la fin du film pour rappeler ce truc-là. En mode: «Eh, au fait, si vous avez pas vu, il y a ça!» C'est ça. Donc ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça c'est vraiment tout à la fin. On vous raccroche dire ah au fait Vous vous souvenez de ce qu'on a dit? ces gars-là ils sont là quelque part. Enfin bref. Mmh. Et on a également sur le début du film avec les grands oiseaux qu'on voit d'ailleurs. Il y en a un sur l'affiche. Ouais, Voilà, qui sont ici, on y arrive un jour. Promis, ici on y arrive. rattachés à l'histoire, qui ont leur importance également dans cette histoire et un rôle. Et ça, je sais que j'en ai déjà parlé hein, de façon de ce film avec Jean Pat. J'ai eu peur. Il y a une scène dans le film que vous allez voir avec cet oiseau. J'ai eu peur que ça parte vraiment en what the fuck. Je me suis dit là, non, pitié, n'allez pas me péter le lore du Seigneur des Anneaux. Bon, la catastrophe a été évitée. Heureusement, Dieu merci. On était à ça, hein. On était vraiment à On a- ça parce que vraiment, vraiment, c'est comme si on vous mettait plein de panneaux stop et plein de trucs attention, 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 ravin. Et vraiment, ils se sont arrêtés à rien du ravin. Je pense qu'ils étaient déjà en équilibre au niveau du ravin avant de tomber, quoi. Vraiment, ils se sont dit: «Ah, mais au fait, ça, on n'a pas le droit et ah bah stop, on arrête là». Oh. Bref, je pense que niveau connexion, on a déjà abordé pas mal de choses, pas mal de thématiques. Si également, la narratrice du film, eh bien, c'est la fille du roi du Rohan, également dans la trilogie originale qu'on Du coup, oui, entend. c'est Éowyn, Voilà. Et bon, fille de Théoden, parce que comme ça, on a des noms. je trouve que c'est un bon choix, justement, vu que l'histoire tourne autour d'Hera et qu'en fait, bon, bah, elle a beaucoup de similitudes avec Hera. Donc, je trouve, en tout cas, voilà, ça, c'était un truc plutôt intéressant, un bon choix pour le film. Oui, puis moi, j'ai vraiment eu ce coup de cœur de me dire: «Ah, je reconnais, c'est Éowyn». Parce qu'il le Oui, dit jamais que c'est Éowyn. Mais non, à la voix, on entend directement les premiers sons de sa voix, on se dit: «Eh, mais c'est Éowyn!» Mais directement, c'est vraiment c'est limite, c'était plus marquant pour moi d'entendre ça dans les premières phrases qu'elle a dites que, tout le long, les musiques que j'attendais en espérant avoir quelque chose d'épique dans les musiques. voilà. Et je voudrais revenir aussi sur la partie visuelle avant d'attaquer la partie spoil. Parce que là, justement, il y a des choses à dire. Ouais. Il y a des choses à dire. Alors, on a une belle scène d'ouverture. Je trouve qu'au début, quand le film se lance, il y a une belle scène d'ouverture. Et puis, malheureusement, on arrive sur les chevaux, l'animation du cheval, avec Hera au début. Ah vraiment, Et c'est vraiment très compliqué. moi, il m'a fallu, bah, je t'en avais parlé, quand, je venais de finir la séance. Il m'a fallu un bon 10 à 12 minutes pour m'habituer, à la fluidité de l'animation du film. Ouais. Parce que vraiment, il y a un côté stop motion à certains moments où on se dit: «Est-ce qu'ils ont oublié de mettre des dessins entre 2 trucs? Ou est-ce que vraiment ils se sont dit: "Tiens, faire du plan A au plan C, c'était une bonne idée"?» Vraiment, il y a des trucs, des fois, je suis en mode, «Mon Dieu, mais l'animation, c'est fait pour Mm, animer, pour faire bouger les dessins». c'est ça. Là, il manque des dessins pour faire tout bouger, quoi. Alors, en fait, c'est ça qui est dommage. En fait, sur ce film, c'est inégal. Mmh. Alors, je me suis renseigné un petit peu là-dessus, hein. Je suis allé chercher des informations. Comment expliquer ça? Alors déjà, en fait, ils ont utilisé le capture motion et globalement, c'est un peu le défaut au final de comment dire? De l'animation et du film, c'est qu'il y a une question de budget, en fait. À un bout d'un moment, ils sont arrivés en mode, bah, il y a plus d'argent, grosso modo. C'est-à-dire qu'en fait, bah, toutes les capture motion, bah, ça a un coût
Et donc, voilà, ça a été fait sur les personnages principaux, mais alors les personnages en second plan ou autre, il y en a eu très peu. Et du coup, souvent, vous avez les personnages en second plan qui bougent presque pas, en mode poteau, grosso modo, qui sont même très quelconques. C'est vrai que par exemple, les soldats du Rohan, il y a personne qui ressort dans tout le film, parmi tous les soldats du Rohan. Ah, Mis à part les frères de, mis à part les frères de Hera, les deux princes, c'est vrai que niveau Rohan, les Rohirrim, heureusement que c'est marqué la guerre des Rohirrim, hein, parce que sinon, tu les vois peut-être en 2 plans et c'est tout, quoi. pour vous dire un petit peu la fabrication du film, donc ils ont utilisé l'Unreal Engine aussi pour transformer voilà tous ces décors ou autre chose réelle en animation. Ça c'est un coup et au bout d'un moment en fait bon bah il y avait plus de sous-sous dans la tirelire, il n'y avait plus d'argent dans le cochon. Donc voilà, il y a eu des coupes qui ont été faites, plus d'argent dans le cochon pour terminer de faire de belles animations, ce qui est fort regrettable. Et du coup, ça se ressent sur la qualité du film. Maintenant, on va pouvoir enfin parler de la partie spoil. Ah, enfin! Alors, vas-y, Jean-Paul, je sens que tu es libéré. Alors, effectivement, je suis libéré. Donc, on va faire un petit résumé du film maintenant avec des trucs à dire. Donc, pour ne pas rentrer trop dans les détails, on fera ça certainement plus tard. Donc, Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, c'est un film où on suit l'aventure de Helm avec ses 3 enfants, à savoir Hera, qui est la fille qui va être le personnage principal, et également ses 2 frères, Amma et Alet. Donc Amma et Alet, qui sont 2 noms que vous reconnaissez très fortement, puisque on a déjà eu le cas de Amma et Alet, qui sont des noms très iconiques pour les Rohirrim, et on a pu les entendre notamment dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, pour faire simple, cette histoire, c'est les Dunedains ont décidé de convoquer toutes les tribus du Rohan, parce qu'apparemment ça va être la mer de Soon, et du coup, il fallait pas que le Gondor passe au Rohan. Voilà le pitch de base. Bien évidemment, comme un bon film commence toujours avec des mauvaises idées, ils ont fait en sorte que dans ce film, le grand méchant, bah, en fait, ce soit un gentil au début, et en fait, bah, il est pas si gentil que ça, puisque on se rend compte qu'en fait, il avait quand même un peu de rancœur. Et en plus de ça, peut-être qu'il y a, dans le spoil, maintenant que j'ai le droit, il se pourrait qu'éventuellement, il y a eu une patate de forain un peu trop violente qui a tué en one shot. C'est One Punch Helm, on a pu assister à One Punch Helm, qui a assassiné du coup le père du gars chevelu qui est là sur le côté, qui s'appelle Wolf du coup. Et Wolf ou Wolf, on sait jamais trop en fonction des versions. Et donc, bah, Wolf va pas être content, il va rentrer chez lui la queue entre les pattes et avec un père en moins, et il va dire: «Je vais tous leur casser la gueule et je vais devenir le chef». Attends, en plus, il a été banni. En plus. Oui, il a été banni en plus, donc vraiment, il a tout gagné, quoi. Il perd son père et se retrouve banni. Voilà. Il est Ah, rejeté comme pas permis. et aussi à la base, s'il est pas content, c'est parce qu'il voulait épouser Hera, et Hera lui a dit: «Non, non, mais moi j'épouse personne». Et plutôt que de se dire: «Ah, elle a dit qu'elle épousait personne», il a dit: «Ah, elle ne veut pas m'épouser moi». Et c'est un des gros problèmes du film. Les gens ne s'écoutent pas dans ce putain de film. Mais alors, j'ai envie de rebondir justement sur notre papa Hammerhand. Je vais faire exprès de te le dire en anglais. C'est vrai que dès le début du film, il en impose justement parce que bah voilà, dans un duel, il n'a pas maîtrisé sa force, il a tué le papa de Wolf, qui du coup tout le long du film veut se venger de son papa qui a été tué. Et puis dans une autre scène également, quand on est dans le gouffre, il en envoie, il envoie encore du steak, hein, le père, le père Hammerhand. Moi, c'est un personnage que je trouve bien parce qu'on a ce côté où on a un personnage qui essaye d'être protecteur, d'ailleurs aussi avec sa fille, en la mettant en mode côté, en mode non, non, mais de toute façon, tu vas pas aller te battre, c'est pour nous toute cette histoire. Et donc, il fait des mauvais choix, malheureusement. Mais malgré tout, ces choix, il les fait dans ce côté
bon papa de famille qui veut protéger sa fille. Voilà, c'est juste que malheureusement, bon, bah, toute cette histoire a déclenché une guerre à cause d'un coup de poing mal Ah bah, maîtrisé. le One Punch Helm, vraiment, vous êtes pas prêts, hein. Il lui en met une, hein. En plus, elle paraît pas si violente à l'impact. Et pourtant, eh ben, il a séché son rival instant, quoi. Vraiment, aucun répit. Helm est clairement le MVP de. Même si c'est pas lui le grand héros de l'histoire, Oui. on a vraiment un personnage qui est intéressant au début, au milieu et à la fin. Vraiment, c'est un personnage qui a vraiment un impact particulier sur la région, parce que forcément c'était le roi, et en plus dans l'histoire a un impact aussi. Mm. Donc ce personnage-là, moi, je trouve qu'il est assez intéressant. Après, le personnage de Wolf, alors lui, il y a pas mal à dire. Alors, il y a eu beaucoup de critiques. Moi, je trouve que ce personnage, il a été, comment dire, pas forcément très bien travaillé, parce qu'en fait, que très vite, voilà, on le tourne en mode, bon bah voilà, il veut se venger pour son papa. Et tout le long du film, en gros, il a son bras droit qui lui dit non, ça, il faut pas faire. Il fait en mode bah si, je le fais quand même. C'est Après, moi le un autre chef, truc, tant pis. non, ça, tu devrais pas. Hein. Je m'en fous, je le fais quand même. Et ça, bah non. Et en fait, il fait que ça. Il fait que ça, et c'est même trop poussé à l'extrême parce qu'à la fin du film, bah, son bras droit, il le tue. Voilà. Au bout d'un moment, il n'y a plus de discussion possible. Je trouve que c'est dommage parce que du coup, on n'arrive pas à voir en fait l'intérêt de ce bras droit, quoi. Après, lui dire, bah non, faut pas faire ça, puis il le fait quand même. C'est un petit peu dommage. Je trouve que, voilà, Wolf, à la fin, je trouve qu'il devient sa propre caricature. Ça, c'est Bah, vraiment, ouais, en fait, regrettable. le pire, c'est qu'ils lui ont ajouté une scène à un moment, la fameuse balafre qu'il a sur l'œil, on a appris à un moment que c'était Hera qui lui avait fait quand ils étaient gamins. Oui. Et il lui en a pas voulu de ça. Alors pourquoi d'un coup il s'énerve plus pour ça, en fait? Je comprends pas. En fait, il avait vraiment des bonnes bases pour être un bon perso, mais ils l'ont chié et je sais pas pourquoi. Vraiment, il y avait moyen de faire des belles choses avec ce perso, quitte à montrer des trucs un peu, parce qu'il y a eu, vraiment un moment où, alors je sais pas combien de temps ça a duré, parce qu'ils ont dit, quelques années plus tard. Oui. En fait, ils ont très vite accéléré pour dire voilà, il est banni de la ville. Et quelques années plus tard, ah bah tiens, en fait, c'est lui qui est devenu le grand méchant de toutes les forces des méchants. Ouais. Oui. Et tout ce qu'on a comme image de lui, c'est il est parti quelque part, on ne l'a jamais revu. Voilà tout ce qu'ils nous disent sur ces années d'absence. C'est il est parti, on l'a jamais revu. Et il revient et il est juste encore plus en colère que d'habitude. Mm. Donc, C'est vrai que ça, c'est dommage. Ça aurait mérité quelques années en plus pour voir justement bah, comment il est devenu ce grand chef. Parce que bah, il est parti tout seul, il se retrouve avec toute une armée derrière lui. Donc là-dessus, voilà, ça manque d'explications. Ça aurait pu donner plus de profondeur à son personnage. Dans les autres personnages, il y a les deux frères d'Hera. Je les ai trouvés assez intéressants. Ils ont assez bien respecté l'œuvre des Tolkien également, qui leur arrive. Ils finissent morts, les pauvres. mmh. Mais bah, en même temps, si vous allez voir le film, c'est logique, hein, parce que bah, dans la trilogie, justement, Peter Jackson, après, on a la seconde lignée. Donc là, on est sur la première lignée, il y a une seconde. On se doute bien qu'à un moment donné, dans l'arbre généalogique, il y a une branche qui a été coupée quelque part. Ah ouais, Et bien coupé, hein. elle a été bien tailladée. Hein, ben Wolf a bien Coupé, œuvré. transpercé, fléché, Ah, ils sont que 2, hein, mais ils ont pris, hein. Ah, ils ont pris le tarif. Ils Ah, ont pris le tarif. ils méritent, hein. Voilà. Euh, Pareil, un truc qui m'a dérangé, c'est un des fameux points que je disais que j'aurais voulu un peu plus. La bataille qu'on appelle la guerre des Rohirrim. On se dit, dans la guerre des Rohirrim, il y a forcément un moment où il y a une grande bataille avec des Rohirrim. Il y a techniquement une bataille, techniquement, oui. mais toute la bataille où il y a du Rohirrim, on a le début avec l'assaut quand il y a l'impact, et ensuite,
c'est tous les personnages secondaires, enfin tous les personnages importants dans l'histoire, qui font des trucs ailleurs que la bataille. Du coup, on voit vite fait les personnages principaux sur des chevaux pendant la bataille. On voit pas la bataille derrière eux. Et en plus de ça, bah globalement, c'est d'un coup, il y a les deux frères qui partent pour aller affronter un Moumak. Mm. Le père, on sait pas trop. Le père, il met 2-3 mandales, il est content. Après, ça switch sur Hera, qui est en train de foutre le feu à sa propre ville. Pour je ne sais pas quelle raison. Hein. On rappelle que, littéralement, expliquez-moi. Hein, parce que tout ce que j'ai compris de cette scène, c'est... Elle s'est dit, tiens, ce serait une bonne idée de foutre le feu, puisque les Moumak ont peur du feu. Résultat, elle a fait cramer littéralement la moitié du village. Pour un Moumak qui a peur du feu. Finalement, c'est Hera, l'agent du chaos. On va pouvoir parler donc de son personnage, Hera. Je veux dire, sur elle, moi, dès le début, on voit quand même qu'elle est assez, comment dire, assez singulière. Elle commence, voilà, elle va donner le petit bout de viande aux oiseaux. Voilà. On se dit bien que avec ça, forcément, on va les revoir plus tard dans le film. Donc, ben, je vous conseille, voilà, dans l'univers Seigneur des Anneaux, de préparer votre morceau de viande pour les grands aigles. Ça pourra vous être utile. Ah, surtout vu la taille du sac qu'il faut pour le morceau de viande. Je sais pas ce que c'était comme morceau de viande, mais c'est impressionnant. Hein. C'est un sacré steak de cheval, hein, parce que vu le machin qu'elle a balancé, le truc, il fait quasi 2 fois la taille des rats. Vraiment, elle est hop, allez, tiens, cadeau. Mais donc ce personnage, voilà, au début, on voit quand même une certaine évolution parce que bah, son père veut la protéger, donc elle est écartée de la bataille, etc. Et bah, finalement, bah, c'est celle qui reste, hein, vu que ses frères finissent par mourir. Elle est là, guerrière, jusqu'à son affrontement final aussi avec Wolf. D'ailleurs, moi, son affrontement, j'ai trouvé ça assez intéressant, bien. Mais, comment dire, le personnage d'Hera, en fait, ce qui est En dur, fait, c'est vraiment le personnage, on sait que dès le départ, on dit c'est l'histoire d'Hera. On dit voilà. c'est l'histoire d'Hera. Elle a rien fait. Enfin, en gros, son histoire n'est pas racontée dans les livres, mais ce qu'elle a fait est très important. C'est ça. Et t'es en mode, ok, si tu veux. Mais globalement, bah, ce qu'elle a fait maintenant qu'on a vu le film, et maintenant qu'on est en zone spoiler, bah, elle a juste tué le mec qui se prenait pour le roi alors qu'il avait aucune dignité. Fin de ses exploits. Ah, et si, apparemment, elle va vendre des renseignements à Gandalf. Voilà. Exploit numéro 2, est une traître du côté du rang et va aller voir un magicien dont elle connaît pas juste parce qu'il l'a invité à prendre le thé, quoi. Ce personnage, en tout cas, je le trouve super joli, bien dessiné, belles animations. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on la sent jamais en danger dans le film. Sauf que, à part au début, on lui dit bon, attention, papa te dit, je veux te protéger, etc. Faut pas que tu ailles faire la bagarre, mais du fait qu'elle commence avec son cheval et qu'elle va voir le grand oiseau avec la viande, etc. On le sait déjà en fait qu'elle est guerrière et qu'elle sait se défendre toute seule. Après, C'est en termes de danger, il y a une scène un peu ratée pour moi, c'est la scène du guetteur de l'eau. Parce que t'as Fréalaf, du coup, le cousin, qui dit oh mon Dieu, est-ce qu'elle est au courant de ce qui vit dans cette forêt? ouais. Du coup, tu te dis putain, ça se trouve, c'est peut-être la forêt, peut-être que c'est la forêt de Fangorn, il va peut-être y avoir des haines. Tu te dis ah, trop bien! Et non, c'est un guetteur de l'eau. Vous savez, l'espèce de pieuvre qui a défoncé la porte de la Moria? Eh ben, c'est juste un guetteur de l'eau, mais avec un petit palmier sur la tête. Voilà. Et qui va s'avaler un Moumak Par le soir contre, même. c'est vrai que l'animation de l'avalage de Moumak était quand même impressionnante. Parce qu'un Moumak, ça a une certaine taille. Le Moumak en question, en plus, il était un peu énervé. Que ce truc-là arrive à gober tout cru un Moumak, c'est vrai que ça remet les choses en perspective. Mm. Mais encore une fois, elle aurait dû être un peu en danger. Parce que littéralement, elle se fait pourchasser par un putain de Moumak à travers une forêt. Le Moumak se met à utiliser le mode ninja en mode disparition totale, jusqu'au moment où il se dit je retire mon camouflage, en fait j'étais un prédateur depuis le début. Vraiment, c'est je retire mon camouflage, on voit ma tête à travers les arbres. Alors que plus de bruit, plus de rien. Vraiment, plus un bruit de pas, plus rien. Vraiment un ninja le truc. Et d'un coup, il fait brrr. Et au moment de faire bas, il y a le guetteur de l'eau qui se retourne. Il fait hop, hop, hop là, plus de Moumak, plus de guetteur de l'eau. Le guetteur de l'eau, il se retourne, il fait allez hop, je vais manger, je retourne me coucher.
La meuf, voilà. Si vous emmerdez Hera, elle va vous emmener dans les bois pour vous faire bouffer par une pieuvre. Ça. Bon, toute cette scène, en tout cas, il y avait un petit clin d'œil à Princesse Mononoke, avec la nature, voilà, au début, qui est tout en colère. Justement, bah, je trouve que la Princesse Mononoke, elle a ce petit côté guerrière comme Hera. Voilà, il y avait un petit clin d'œil sympa. Euh, c'est vrai que pour ce Moumak, voilà, il finit tristement avec la pieuvre au fond des eaux. Le petit clin d'œil également au Chevalier du Zodiaque, avec l'armure. Oui. L'armure de Murend, qui est ramenée par... comment il s'appelle? Je crois que c'est son écuyer. Leaf. Leaf, en fait, c'est le Leaf, comme la feuille. En gros, c'est celui qui fait les annonces dans la salle du trône. Voilà. Ils disent exactement, je crois que c'est pas l'annonceur, c'est il a un terme précis pour sa condition, mais globalement, c'est un page, quoi. C'est un page, qui fait des trucs de page, dans les cours, royales, quoi. C'est ça. Et on le voit à un moment, voilà, ramener l'armure. Je trouve que vraiment cette scène, voilà, ça fait penser au Chevalier du Zodiaque avec l'armure dans le dos des personnages. Il faut savoir que toi, quand tu m'en as parlé, moi qui Ouais. suis un giga fan des Chevaliers du Zodiaque, un jour je vous montrerai le dessin personnalisé qu'on m'a fait Chevalier du Zodiaque. Là, j'ai pas eu la ref Chevalier du Zodiaque. Ah Certes, ouais. le truc pour l'armure, je voyais que c'était un peu le truc, et quand il a balancé que c'était l'armure, parce que moi, à la base, quand j'ai vu le film, j'étais en mode, c'est un sacré gros sac pour le morceau de viande qu'il va ramener. Parce que moi, j'étais vraiment en mode, il va ramener un morceau de viande pour que l'oiseau écoute ce qu'on a à dire. Moi, c'était ça que Ouais. j'avais en tête. Mm. Et quand j'ai vu qu'en fait c'était l'armure, j'étais en mode ah, c'était l'armure, ok. Mais j'étais pas. Oui. Bah, c'est Pour moi, vraiment. c'était vraiment le. Ouais. Moi, ça, c'était avec la scène, l'oiseau, là, qui, tout ce qui est ramené. C'est là où j'ai eu peur vraiment que ça parte en cacahuète. Ah, moi aussi, hein. Heureusement, ça n'a pas été fait. Dieu merci, ça a été évité. J'ai envie de parler, moi, de tout ce qui tourne autour du gouffre de Helm, justement. Alors moi, avant de parler du gouffre de Helm, il y a un autre personnage parce que j'ai parlé vite fait de Frealaf, du coup, qui est le cousin qui a été chassé par Helm parce que c'était juste un cousin, soi-disant, pas de la bonne lignée, tout ça. Et du coup, malgré qu'il était fidèle à Helm, on lui a envoyé aller se faire foutre dans son pays. Donc ça, c'était pas cool. Surtout que le mec était vraiment intéressant, parce que je pense que c'est un perso qui aurait pu être vraiment intéressant, si ce n'est qu'il avait très envie de faire un petit coup de Game of Thrones avec Hera. Mais ça, c'est plus mon interprétation de la chose. Parce que clairement, les deux cousins, là, ils se cherchent fort fort. Hein. À la fin, Frealaf, c'est lui qui devient le nouveau roi, parce que dans le spoil, je peux vous balancer tout. Frealaf devient le nouveau roi. Du coup, vu que c'est plus la principale lignée, ça devient la lignée 2. D'où le truc que disait Neburix tout à l'heure, c'est la deuxième lignée, et à partir de là, il y a tout l'arbre généalogique qui change. Sauf que Frealaf, tout le long, dès qu'il croise Hera, ça se chauffe, mais d'une force. C'est Oui. impressionnant. Hein. Oui, oui, oui. Ah, t'inquiète pas que quand il dit ouais, ma cousine. Et sinon, un autre personnage qui, moi, m'a vraiment intéressé, c'est Freka. Freka, Ah oui, la la nourrice. gouvernante. Ouais, la nourrice slash gouvernante. Oui. Tout le long du film, on nous parle des vierges combattantes. Et moi, tout le long du Ouais, film, je dès qu'on me sais. parle des vierges combattantes, j'étais en mode, je veux voir les vierges combattantes. Ils disent, oui, les vierges combattantes ne sont pas mortes, il reste des vierges combattantes, il en reste. Dès que Freka arrive, ou dès que elle va arriver, c'est, oui, il reste encore une vierge combattante et tout. Et tu te dis, ah, c'est bien, ce serait bien d'avoir des vierges combattantes, vu qu'ils en parlent tout le temps. Et moi, vraiment, quand il y a eu le gouffre de Helm, je me suis dit, ils vont aller chercher les vierges combattantes qui restent, et les femmes vont botter le cul des sauvages. Eh ben, pas du tout. Non, non, les vierges combattantes, elles sont au nombre de 1,5, puisqu'il y en a une, c'est une vierge combattante à la retraite qui a été mise au placard par Helm, en disant non, non, mais ton bouclier, il est pas brisé, il a juste pris de l'expérience. Et du coup, elle est devenue la nourrice de sa fille, et sa fille, vu que c'est une tête brûlée, elle va techniquement devenir la nouvelle. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle devient, Hera. Elle part juste à l'aventure. Elle part à l'aventure, elle va dire bonjour à Gandalf, et c'est tout ce qu'on a. Mais pour moi, vu qu'elle part avec Freka, Ouais. il y a des chances qu'elle devienne la nouvelle vierge combattante. Mm. Parce que pour moi, quand tu entends parler Éowyn dans Les Seigneurs des Anneaux, tu sens que les vierges combattantes, elles ont encore un petit pouvoir 200 Oui. ans plus tard. Oui, oui. Tu sens que les femmes Rohirrim, il y a un truc à faire. Yes.
Donc moi, Yes, yes. je suis un frustré des Vierges combattantes. Donnez-moi les Vierges combattantes, s'il vous plaît. C'est vrai que ouais, ce personnage était intéressant, on aurait aimé euh, aller encore plus loin avec. Alors, ça, c'est comme ça. Je pense qu'on a fait le tour des personnages. Il y avait vraiment des choses à dire, totalement. Euh, j'ai 2 trucs à dire, notamment sur les princes, parce que les princes, on les a un peu esquivés au final. Ama est une poule mouillée slash barde qui sert à rien à part chanter une chanson que j'ai pas aimée. Euh, et littéralement, vraiment, c'est le seul truc qui va amener à l'histoire, c'est un luth. Il va dire, tiens, je te donne mon luth, je reviens après la bataille. Fin de la bataille, il est mort. Bon, bah voilà. Et son luth, il se passe de main en main tout le long du film. Et tout ce qu'on dit, c'est ouais, c'était le luth du prince Ama, on peut aller le brûler pour faire du feu. Non, non, il va encore raconter des histoires, ce luth. Voilà. Fin du film, on sait pas où est le luth. Yes. Donc voilà. Et sinon, après, le deuxième prince, du coup, Alet. Alet, qui est un guerrier que. Le chara-design de Alet, je le trouve incroyable. Vraiment, c'est le barbare, très musclé, très haut, très grand. Vraiment, il a tout pour être incroyable. Et lui, tout ce qui lui manque avant de mourir, c'est vraiment une bataille. Lui, il manque vraiment une phase d'attaque, charge comprise. Oui. Phase d'attaque, charge comprise. En mode, je défonce mano à mano toute une bande de méchants, et après je le meurs comme un caca à bout de 4 flèches, quoi. Mais Oui, il s'est fait boromiser. exactement. Il se fait boromiser dans l'histoire. C'est un peu triste, mais Boromir a plus de classe que Aled quand il meurt. Je pense qu'on peut parler après un peu plus peut-être de l'histoire des lieux. Ouais. Et donc, au niveau du lieu, le gouffre de Helm. Bah, en fait, le premier tiers, c'est quand même Edoras. Parce que Edoras, dans le premier tiers du film, c'est tout ce qui se passe dans les premières années avant le vrai conflit. Oui. Et après, comme dans les 2 tours, c'est oh, Edoras est attaqué, oh mon dieu, on risque de perdre Edoras, oh bah on va à Fort-le-Corps. Et c'est littéralement une copie, c'est copier-coller de les 2 tours. Vous regardez les 2 tours, vous regardez la War of Rohirrim, c'est Edoras est attaqué, avant de se faire raser, hop, on emmène le peuple à Fort-le-Corps. Oui, c'est la même chose. Et même là-bas, il y a encore ce sentiment, un moment de désespoir. On est acculé, on est assiégé. Comment on va faire? Comment on va pouvoir s'en tirer de pouvoir? Il y a vraiment cet effet redite. Et c'est ça, en fait, qui est dommage. C'est que, enfin, c'est bien de tout raccrocher à la trilogie pour expliquer l'histoire. Et à un moment donné, en fait, s'il y a pas d'originalité, en fait, on a juste l'impression d'avoir le remake, le reboot de l'autre film. Parce que là, le seul truc qui change par rapport à l'invasion des Uruk sur le gouffre de Helm, c'est que là, dans Fort-le-Corps, on arrive sur la zone hivernale, enfin dans la période hivernale, ce qui fait que c'est un siège qui va durer longtemps. Ils disent bien que ça va durer longtemps, que ça va être compliqué, mais que ça va être compliqué pour les 2 côtés. Sauf que bah, le siège en question, là, ça tombe au pire moment parce qu'il y a aucune ressource dans Fort-le-Corps. Littéralement, les gens crèvent la dalle, crèvent de froid, parce qu'il y a même pas de bois pour se chauffer. Ouais. Et donc, il y avait un vrai truc à faire. Et bah, de temps en temps, ils nous disent ouais, c'est la merde, c'est compliqué. Oui, il y a des piles de cadavres qui s'enchaînent à force des maladies, des trucs. Ils nous disent que l'hiver, en fait, fait qu'il y a des maladies. On voit qu'il y a des gens qui meurent, tout ça. Mais Bah, en fait, pas ce qu'il y a, c'est l'impression qu'il y ait plus que souffert que ça. Ils ont pas l'air squelettiques, les gars. ouais. Bah, c'est la guerre des Rohirrim, mais en fait, dans toute cette partie-là, on les voit pas, justement, les Rohirrim. Bah, je trouve qu'en fait, tout est centré vraiment sur bah, Hera, Wolf, et du coup, bah, on voit pas les soldats, parce que il y a forcément quand même des soldats qui sont là pour se défendre ou autre. On voit presque pas bah, tous ces personnages, soldats, même ce peuple qui est là, en train de crier famine. C'est ça qui est dommage. En fait, on a l'impression, comment dire, qu'on est arrivé dans le fort et bon, on sait, voilà, il est vide, mais il est même vide par les gens qui l'habitent actuellement, qui l'occupent pour se défendre. C'est une sensation de vide, en fait. C'est ça qui est assez étrange. Euh, Ouais. Et voilà, bah, je pense que ça, c'est encore pour moi, à mon avis, une histoire de budget. On a eu des coupes. On a eu des coupes, du coup, bah hop.
on enlève les personnages, on enlève des scènes dedans. Mais clairement, moi, dans un film qui s'appelle La guerre des Rohirrim, je m'attendais à ce qu'il y ait plus qu'une seule bataille, qui est en plus même pas la bataille décisive. Parce que Oui, c'est ça qui est dramatique, c'est de se dire que la guerre des Rohirrim, la vraie bataille des Rohirrim qu'on a, c'est un tiers du film. Ça arrive à un tiers du film, même pas la moitié, pour qu'au final, on sape 2 tiers de film où on arrive jusqu'à Fort-le-Corps, il se passe des trucs dans Fort-le-Corps, mais pas assez pour qu'on retienne notre attention, et bataille finale, 1v 100 à peu près. c'est ça. Euh, voilà, c'est- En fait, tout le long du film, on se dit, il faudrait qu'ils fassent ça, ils le font pas, faudrait qu'ils fassent ça, ils le font pas, C'est et à ça. chaque fois, c'est plat. En fait, ils font un truc qui est techniquement logique en termes d'histoire. L'histoire tient debout, ça fonctionne, il n'y a pas de raccourci scénaristique de ouf, mais bah, c'est cousu de fil blanc, quoi. Il y a pas des trucs, qui vont nous surprendre de ouf. Mm. C'est très, très attendu, quoi. Et du coup, si tu devais renommer le film, est-ce que tu aurais un nom de film qui pourrait coller mieux que La guerre des Rohirrim? L'histoire d'Hera. Hera ou alors Hera guerrière du Rouen, tu vois. Comme ça. Ah, Hera guerrière de Rohan, c'est pas mal, j'aime bien. Parce que moi, j'avais pensé à Fort-le-Corps, la lignée de Helm. Parce que du coup, Fort-le-Corps, Helm, on peut se dire, ah bah ça va parler du gouffre de Helm. Et la lignée de Helm, ça permet de parler également des 2 enfants, slash du cousin très très orienté, qui finalement va devenir la Ouais. deuxième lignée Mm. de roi du Rohan. Mais ouais, c'est vrai que la guerre des Rohirrim, bah, il y a un moment où les Rohirrim sont cool, ça dure 2 secondes, quoi. Puis après, ils chargent et on les voit plus. On peut dire après, ensuite, sur le film, le raccord avec les fameux 2 personnages, dont on ne pouvait pas vous dire le nom dans le spoil. Euh, bon, Isengard, c'est logique. En fait, Oui, ah oui, c'est un des lieux qu'on n'a pas dit, c'est c'est. que il y a un moment où on fait un coucou en Isengard. Oui, on voit la tour d'Isengard. Voilà, elle On est voit la là. tour d'Isengard et en fait, c'est là où s'est installé Wolf. Quand il est devenu un grand méchant, il s'est installé, au pied de la tour d'Isengard, même pas dans la tour, hein, au pied de la tour. Ils sont tous installés autour de la tour et à la fin du film, on apprend que, bah, Saruman va devenir le nouveau chef d'Isengard. Tu es en mode: «OK, si tu veux». Mm. Bah, encore, lui, j'ai envie de dire, ça se raccroche, pourquoi pas, ça colle. Par contre, c'est vraiment quand on nous parle du magicien blanc, Gandalf, Hera qui va Ah le non, voir. ils ont pas dit le magicien blanc. Ils ont dit: «Il a de nombreux noms, mais les hommes l'appellent Gandalf». Oui. Là, c'est là où celui-là, tu te dis, ouais, ok, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Le tirage de cheveux en question, c'est dans le film, à un moment, Hera tombe sur 2 orques. Il y a que 2 orques dans le film, hein. Elle tombe sur 2 orques qui sont en train de discuter avec un troll, parce qu'ils essaient de récupérer des anneaux et dès qu'ils arrivent à choper des anneaux sur les différents guerriers, ils prennent les billes pour les foutre dans un petit sac. Du coup, forcément, des Ça. orques qui vont chercher des anneaux, sous prétexte qu'il y a un chef qui lui a demandé d'aller chercher des anneaux, pour les amener au Mordor. C'est pas du tout tiré par les cheveux, hein. Et en plus de ça, c'est à la fin du film, on fait: «Au fait, tu te souviens, les gars, tu vu 2 orques? Et ben, ces 2 orques-là, il y a un magicien chelou, qui m'a invité à boire le thé pour parler des 2 orques en question parce qu'apparemment il y a une histoire d'anneau». Oh! Oui. Ah vraiment les 2 dernières minutes du film, c'est, faut aimer les sensations fortes, Mm. hein, faut aimer les manèges à sensations parce que là, le grand 8, il passe mal, hein. Et un truc aussi sur lequel je voulais revenir, c'est le Gondor. Le Gondor dont on parle. Euh, on en parle tout le temps, mais en fait, on ne le voit pas. Et ça aussi, c'est à bout d'un moment, comment dire, je trouve qu'en fait, ça impacte négativement encore le film, quoi. Ça fait partie de ces choses. On en parle, mais on le voit pas. Après, j'ai envie de dire, dans Le Seigneur des Anneaux, Théoden reproche beaucoup au Gondor en disant: «Où était le Gondor lorsque l'Ouestfold est tombé?» Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc l'idée en plus, on rappelle que c'est le Gondor, le Gondor, le Gondor, mais je sais plus si c'est Lord Thorn ou le général Targ, qui a dit justement que Helm était trop orgueilleux, trop fier pour appeler à l'aide le Gondor Oui, et que du coup, il allait essayer de tout gérer lui-même. c'est Et du ça. coup, lui, il savait en termes de stratégie que
de toute façon, il allait pas aider, il allait pas demander de l'aide, étant donné que c'est un débile, il aime taper. Ah, il tape Arrête. avec ses poings, c'est tout. Voilà, lui il tape très très fort, Il hein, cogne dur. vraiment. Il cogne dur. Ah lui, c'est Baffman, hein, littéralement One Punch Man, il peut se rhabiller. Hein. Mais par contre, c'est vrai que bah Helm a une vraie, comment dire, il a une vraie plus-value dans le film parce que du début à la fin, il est marquant. Dès qu'il arrive, on voit il a de la prestance, il est très marquant dans sa prestance. Dès qu'il fait un truc particulier autre que juste être là pour être là, il y a toujours de la prestance qui se dégage de Helm. Vraiment, on sent que c'est le roi, quoi. Et à la fin, enfin à sa fin à lui, il meurt debout en disant je tiendrai debout. Et il est mort debout, gelé, mais il est mort debout. Du coup, je sais pas à quel moment on peut mourir gelé. Parce que qu'il fasse très très froid, je veux bien. Mais c'est pas non plus Sub-Zero qu'il était en train d'affronter. Je sais pas, mais il y a un moment, la nuit était extrêmement froide. Alors certes, il avait pas froid étant donné qu'il se baladait à poil. Bon, c'est un fait. Mais même baladé à poil, il était en train de taper à l'infini sur des randoms. Et il serait mort debout en mode regardez, j'ai tenu. J'imagine trop en fait une fois au paradis là, en mode regardez les bâtards, je vous fais des fucks. Pour une raison évidente, je n'ai pas fait les fucks à YouTube. Mais la pensée était très là. Moi, je l'imagine bien en mode chais. Mais franchement, quand on apprend que Fort le Corps va se renommer le Gouffre de Helm, quand il te l'annonce, tu te dis bon les gars, on l'avait compris, pas la peine de le dire quoi, vraiment. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce que j'avais vraiment l'impression que le Gouffre de Helm a été prononcé pas ce qu'il fallait le prononcer, mais ils ont pas tant parlé de Fort le Corps en fait. Ils ont dit une ou deux fois Fort le Corps, et ensuite c'était juste le fort, le gouffre, mais ils allaient jamais dans les détails. Et c'est d'un coup, oui, on va l'appeler le Gouffre de Helm. Ouais, bon, ok. Alors, on peut essayer de résumer notre avis sur ce film, les points forts et les faiblesses. Qu'est-ce que toi, voilà, t'as retenu de positif de ce film? C'est positif et négatif à la fois, c'est un peu chelou. En gros, quand j'ai compris que ça allait être un film qui allait être tourné autour des femmes, enfin d'une femme en particulier, Hera, mais que t'avais Freka qui était très présente quand même, je me suis dit, j'espère que ce sera pas un film qui est full wokisé à l'infini, étant donné que Tolkien, il a jamais été pour le pouvoir de la femme. Il aimait bien avoir des femmes fortes pour diriger, mais il a jamais été girl power, quoi. Et du coup, moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est de me dire est-ce que Freka et Hera, ça risque pas d'être problématique. Et non, en fait, c'est plutôt bien traité. Elles ont une place très importante, mais ça reste en dessous de ce qu'on aurait pu craindre. Donc, le point positif, c'est par chance, le wokisme n'a pas atteint notre Seigneur des Anneaux. Donc ça va, on n'a pas des folies du genre une nana qui se prend pour un hippocampe, parce que ça c'était un peu le truc qui m'inquiétait. Ouais. Parce que ça on l'a eu très très fort du côté Amazon, et c'est pour ça que je vais rebondir sur le fait, heureusement que c'est plus du côté New Line Cinema slash Peter Jackson? Jackson, merci. Heureusement que c'est plus du côté de Jackson de la Force que du côté Amazon, parce que ça aurait été du côté Amazon, on aurait eu les Pride Troopers à la place des Dunédins, quoi. Alors vraiment, moi c'est ce qui m'inquiétait fort fort. Hein. Et par chance, ils n'ont pas été là-dedans, ils ont respecté le lore. Moi après, dans le film, ce que je mettrais en positif, c'est bien sûr le personnage de Hera. Ameren aussi que j'ai trouvé sympa. Je trouve que on retourne dans Tolkien, il y a tout le lore, et déjà il n'a pas été massacré. C'est déjà un bon point. On a quelque chose voilà, qui se raccroche plus ou moins à la trilogie de Peter Jackson. En fait, c'est là où j'arrive dans le plus et moins. C'est-à-dire que on a eu vraiment ce côté, on veut coller à toute la suite de l'histoire, tout ce qui existe déjà. Voilà, on l'a dit avec le gouffre de Helm et autres. Mais en même temps,
voilà, c'est ce qui m'amène dans le côté négatif, c'est j'ai pas eu de choses où je me dis en fait là ça se démarque, là il y a un vrai plus, donc j'ai envie de le revoir. Tu vois, c'est-à-dire que si à un moment on se fait un tri, bah tiens, je vais me remater Le Hobbit, Seigneur des Anneaux, etc. En fait, est-ce qu'à ce moment-là, sur un marathon, je vais intégrer ce film? C'est vraiment Clairement pas. moins sûr, quoi. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ça m'a quand même donné envie de me revoir Les Deux Tours et la trilogie originale. Je pense que ça, je vais essayer de me faire ça bientôt. Alors pour le Mais coup, moi de mon côté, c'est vraiment pas la trilogie qui m'intéresse, c'est vraiment les 2 tours. Parce que quand je vois ce film, ça me rappelle juste que les Rohirrim, c'est les meilleurs, que le Rohan est un banger absolu en termes de région, et que je trouve ça trop dommage de voir que bah, les Rohirrim ont plus de charisme dans Le Seigneur des Anneaux, rien qu'avec l'arrivée des chevaliers du Rohan, quand il y a Aragorn, Gimli, Legolas, oui, quand ils sont piétons là, et tu les vois et tu te dis, ils pètent la classe les Rohirrim. Et là, t'as pas ce côté, ça pète la classe. bah, dans ce Moi, il y a côté vraiment un truc. négatif, justement, c'est les Rohirrim en tant que tels, où bah, voilà, il nous manque quelque chose, en fait. Hmm. Il nous manque quelque chose qu'on retrouve pas dans la trilogie d'origine. Malgré tout, voilà, j'ai passé un bon moment. Je me suis pas endormi. Voilà, c'est quand même rythmé aussi, je trouvais le film. Il n'y a pas un moment où on se dit bon, là, ça devient creux ou ça c'est long, je vais m'endormir devant le film. J'ai Moi, j'ai eu passé un petit moment comme ça. un bon moment. J'ai même eu des très bons moments. Moi, c'est vraiment le Hammerhand avec avec ses patates. J'ai vraiment là, c'est je pense que j'ai le plus kiffé en tant Bah, que c'est sel. le seul moment marquant, en fait. Parce qu'en gros, t'as quoi comme moment marquant? T'as la pseudo-bataille avec les Rohirrim, Ouais. où du coup, vraiment, c'est l'affrontement du Nedin Rohirrim, Mm. où c'est un peu sympa, mais c'est très vite éclipsé par «Eh, regardez, il y a des Moumak, bah vas-y, on va défoncer le Moumak plutôt que regarder la vraie bataille». Ça. Heu, et après, bah, c'est Helm, hein. La mort de Helm, elle Oui. est incroyable. Et pour revenir sur ce que tu disais avant, moi j'ai eu le côté un peu, je commence à regarder la montre. C'est au moment où Helm, il est terrassé par le chagrin et il reste dans son lit. Je trouvais ce passage tellement long! Oui. Oui. Parce que vraiment le moment où tu vois, Amma qui était déjà dans la sauce, mis à genoux, le Wolf qui est en mode non, non, je vais faire que ce que je veux et tout ça. Tiens, je lui tranche la gorge. Et il fait ouais, on fait quoi de la dépouille? Laissez-le là. Ouais. Ok. Moi, à la limite, quitte à être un méchant pour bien rappeler que je suis un enculé, le hama, je te l'aurais cloué sur un poteau et je te l'aurais mis sur un putain de trébuchet à 14 mètres de haut pour l'écraser contre la truc au final, tu vois. Ouais. Parce que clairement, leur engin de siège là, qui est totalement improbable. Parce que ça monte très très fort pour retomber sur le machin. Moi, j'aurais attaché le cadavre de Hama pourrissant depuis 6 mois d'hiver. J'aurais attaché pour vraiment qu'on voit le truc pourrir petit à petit pour que les gens ils se disent le prince il pourrit. Ouais. Et pour qu'à la fin, vraiment pour le côté vraiment marquant de la chose, c'est vous voyez votre lignée, paf sur la forteresse. Et là, t'es un méchant charismatique. Là, Wolf, tu te dis, il est méchant. Mais non, ils ont préféré le laisser au sol en mettant un petit drap dessus, histoire de dire. Mais pas facile. Hein. Bon, pour résumer, je dirais que la guerre des Rohirrim, c'est un film sympa à aller voir. C'est pas le film à foncer voir pour, euh, pour cette fin d'année. Il y a eu d'autres sorties hein, dans cette fin d'année, voilà. Ça lui a fait également concurrence pour Ah son bah c'est succès. sûr. Voilà, Vaiana 2 est fini poussé. Ouais, Vaiana 2 est arrivé 2 semaines avant, a tout raflé quand, la guerre des Rohirrim est sortie. Il est sorti en même temps, en face à face avec, Kraven le chasseur, le nouveau méchant, du Spider-Verse de Sony. Les 2 films se sont cassés la gueule puisque Vaiana 2 continuait d'être, sorti en salle et les gens allaient voir Vaiana 2. Vraiment, je crois que c'est une catastrophe. En termes de box-office, c'est une vraie catastrophe. Kraven le chasseur a coûté vraiment plusieurs centaines de millions. Il s'est mangé genre ils ont fait que 1/5 de ce qu'ils ont dépensé, un truc comme ça, en termes de recettes. C'était terrible.
Et War of Rohirrim a coûté moins d'argent, certes, parce qu'ils avaient moins de budget, mais je crois qu'il est qu'à un tiers de ce qu'il a fait en production. Donc il est pas rentable non plus. Mm. Et je pense que justement l'impact de War of Rohirrim va se ressentir parce qu'ils avaient prévu de faire beaucoup de films un peu d'animation pour rentabiliser les caisses sur la licence. Je pense que ça va peut-être les freiner de voir que le truc a coûté quand même de l'argent pour au final pas un retour sur investissement important. Ouais. J'espère que la licence va pas se mourir, mais j'avoue que ces derniers temps, c'est compliqué parce que la première saison des Anneaux de Pouvoir, les gens ont pas trop kiffé. Ça a été rattrapé apparemment. Moi, j'ai pas encore vu la saison 2. J'ai été un peu trop refroidi par la 1 pour regarder tout de suite la saison 2. J'attends un peu. La saison 2 a l'air mieux de ce qu'on m'a dit. Donc c'est mieux. Mais en gros, c'est les Anneaux de Pouvoir sur Amazon. Ça a un peu déplu parce que c'était très très woke et ça a beaucoup fait grincer, notamment moi. On a aussi eu le jeu de vidéo Gollum, à ne pas confondre avec le film Gollum. Hein. Le jeu vidéo Gollum, qui était un atroce immondice. Vraiment, même sur PS3, j'en aurais pas voulu, tellement c'était catastrophique. Et en fait, c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux a un peu enchaîné des bouses petit à petit. Oui. Et là, il faudrait peut-être accrocher les wagons. Les gens attendent comme le Messie le film Gollum, sauf que moi, le film de Gollum, j'en ai entendu parler avant l'annonce de la guerre des Rohirrim. Ça fait un petit moment quand même qu'on en entend parler, et j'espère qu'il va sortir un jour, parce que pour l'instant, c'est la seule cote de sortie qu'on a. Ouais, ce qu'il y a, c'est que ce film, il va avoir une grosse pression. Et bon, bah voilà, enfin, par rapport à l'histoire que ça va raconter, je sais pas comment ils vont arriver à accrocher ça pour avoir des choses, comment dire, qui vont donner envie aux gens d'aller dans les salles, quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si spectaculaire? Voilà, ça, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à nous donner votre avis sur le film, si vous êtes allé le voir, vous en avez pensé. Donc voilà, on vous a partagé notre ressenti sur ce film. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne, voilà, de liker la petite vidéo, de partager, le petit pouce bleu, voilà, de nous mettre des petits commentaires. En tout cas, pour ceux qui ont apprécié ce film, qui ont envie de prolonger l'expérience, vous avez également le jeu Seigneur des Anneaux, Le jeu de version figurine, voilà, qui a sorti une boîte pour la nouvelle édition du jeu. Ils ont sorti une nouvelle édition justement parce qu'il y avait un nouveau film. Voilà. Une boîte plutôt sympa, riche en termes de contenu. Donc peut-être qu'il y aura du contenu à venir là-dessus sur la chaîne. Voilà, je peux rien vous promettre. Ce sera peut-être en tout cas pour 2025. Je remercie encore une fois Jean-Pat d'être venu ici, nous avoir amené beaucoup de sel sur cette vidéo. C'était important. Le film était un peu fade, il fallait que je l'assaisonne un petit peu. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous.